Alors, on poursuit le TDC 6L4, on est arrivé à l'exercice numéro 6. Alors, on nous dit que la réaction du bromure d'éthylmagnésium avec le substrat A, donc A plus ET Mg suivi d'une hydrolysacide, donne le même alcool secondaire B qu'une autre réaction. Donc, premièrement, c'est l'addition nucléophile, deuxièmement, hydrolysacide, et on obtient un produit B. Et on nous dit que ce produit B, c'est un alcool secondaire. Donc il a pour structure R1CHOH-R2. Et on peut aussi obtenir B en ayant la réaction entre du chlorure d'isopropylmagnésium et le substrat C. Donc, premièrement, une addition nucléophile et dans un second temps, une hydrolysacide qui mène au produit B. Alors, lorsqu'on a ce type d'exercice, c'est toujours bon de commencer par écrire un schéma réactionnel comme celui-là pour essayer de voir un petit peu les différentes réactions qui se produisent. Ensuite, il faut mobiliser ses connaissances. On nous dit que le produit B qui est formé, c'est un alcool secondaire. Il faut alors se dire quelles sont les réactions qu'on connaît déjà qui permettent de former les alcools secondaires. Il y en a une seule qu'on a vue qui utilise des organomagnésiens, c'est la réaction d'addition nucléophile d'un organomagnésien sur un aldéhyde. Donc l'aldéhyde, je l'ai noté ici, R'-CHO. Ok, donc à partir d'ici, on est conscient qu'il va nous falloir, sur notre alcool final, il va falloir déterminer ce que sont les groupements R1 et R2. On analyse d'abord la première réaction. Donc, en vertu de ce que je viens de rajouter ici, eh bien, on est capable de dire ici que A, eh bien, c'est un composé de la famille des aldéhydes. Concernant la deuxième réaction, C, vu qu'il réagit avec un organomagnésien pour donner un alcool secondaire, c'est également un aldéhyde. De plus, on sait que lorsqu'on fait l'addition du bromure d'éthylmagnésium sur A, eh bien, un des deux fragments, soit R1, soit R2, va être le fragment éthyle qui est ici. C'est justement l'intérêt de réaliser une addition. De la même façon, lorsqu'on fait l'addition du chlorure d'isopropylmagnésium sur C, l'autre des deux fragments R1, R2, eh bien, ça va être la chaîne isopropyl. À partir de là, on voit que les deux réactions sont intimement liées et on peut du coup déterminer la structure d'abord de B. C'est relativement facile puisqu'on va avoir un alcool secondaire. Donc on sait qu'on a le motif CHOH. Et concernant les fragments R1 et R2, on vient de les mettre en évidence ici. Du coup, ET, CHOH, IPR, je vous le détail, c'est CH, CH3 deux fois. On a la structure de B. On peut réfléchir maintenant aux aldéhydes A et C qui permettent d'obtenir le composé B. Bien, lors de la première réaction, l'organomagnésiens rajoute le fragment éthyle, donc dans l'aldéhyde, il nous faut le fragment isopropyl. Ça signifie ici que A, je vais le rajouter en haut en bleu, il a cette structure-là. Donc, la fonction aldéhyde est branchée sur le carbone fonctionnel, le groupement isopropyl. En ce qui concerne le substrat C, eh bien, il faut le fragment éthyle, donc ce sera l'éthanal qui sera concerné cette fois. Pour terminer l'exercice numéro 6, on nous demandait de justifier en donnant les mécanismes des réactions. Donc là, ce n'est pas de la difficulté, mais c'est simplement pour vous entraîner
à écrire ces mécanismes d'addition nucléophile des organomagnésiens. Donc on va commencer avec le mécanisme de la première réaction. On prend l'aldéhyde plus le bromure d'éthylmagnésium. La réaction qui va avoir lieu, c'est une réaction d'addition nucléophile de l'organomagnésiens sur l'aldéhyde. L'acte élémentaire numéro 1, c'est une addition nucléophile non renversable. Elle permet de former l'ion alcoolate suivant. Et cet ion alcoolate est ensuite protoné lors de l'hydrolysacide. Donc, hydrolysacide, on n'oublie pas que c'est un acte élémentaire acido-basique, donc renversable. L'oxygène au moins capte le H+, et on obtient l'alcool correspondant. On n'oublie pas que d'un autre côté, le composé qui est là, Mg plus Br, va être dissocié en ion dissous dans l'eau, Mg2 plus aqueux plus Br- aqueux. Et concernant donc l'acte élémentaire, le déplacement électronique que j'ai représenté, c'est un déplacement qui correspond à une réaction acido-basique. Et il y a en parallèle, si vous voulez, vous pouvez ajouter la dissolution de Mg2 plus et Br-. Concernant l'autre mécanisme, eh bien, il se calque sur celui-ci. On prend l'éthanal, plus, on avait dit, le chlorure d'isopropyl-magnésium, addition nucléophile de l'organomagnésiens sur l'aldéhyde. Premier acte élémentaire, comme précédemment, c'est une addition nucléophile. On obtient un ion alcoolate et cet ion alcoolate, comme précédemment, il va être protoné lors de l'hydrolysacide. L'oxygène au moins prend une de ses paires électroniques pour aller capter le H+ au travers de sa lacune. On obtient le même alcool que précédemment. Plus les ions Mg2 et Br- dissous. Concernant le deuxième acte élémentaire, on n'oublie pas de préciser que c'est une réaction acido-basique. On enchaîne maintenant avec la suite réactionnelle qu'on nous propose dans l'exercice numéro 7. Et dans la première question, on nous parle de la réaction entre deux équivalents de magnésium et du 1,4-dibromobutane qui conduit à un composé A. Alors réfléchissons, on prend du magnésium, on nous dit qu'il y en a deux équivalents, et un composé qui possède deux liaisons carbone-brome, le 1,4-dibromobutane. Et la réaction va conduire au composé A. Alors quand on voit une réaction comme celle-ci, qu'on doit deviner le composé A, eh bien l'indice c'est l'utilisation du magnésium solide. On n'en utilise pas dans 36 réactions. Lorsqu'on voit du magnésium plus un halogénoalcane, bon là il y a deux fonctions halogénoalcane sur la même molécule, mais on doit penser à la synthèse d'un organomagnésien, c'est une réaction de Grignard. Donc on va former ici pour le composé A un composé avec deux fonctions organomagnésiens. Alors ensuite, on nous dit que A va réagir avec deux équivalents d'éthanal. Pourquoi est-ce qu'on en met deux équivalents? C'est parce que dans la molécule A, on a deux fonctions organomagnésiens et les organomagnésiens peuvent s'additionner chacun sur une molécule d'éthanal.
Donc, après réaction avec l'éthanal et traitement acide, on obtient un composé B de formule brute C8H18O2. On demande de donner les structures de A et de B. Bon, bah, pour A, c'est déjà réglé. Et il nous reste à donner la structure de B en expliquant la formation. Donc là ici, qu'on soit bien clair, hein, la question ne demande pas d'écrire un mécanisme réactionnel. Donc, si jamais on a besoin de l'écrire pour trouver la structure de B, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, gardez en tête que écrire un mécanisme, il faut le faire avec rigueur, ça prend du temps, donc au niveau de l'efficacité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. L'idée ici, c'est de raisonner sur des équations de bilan, et à partir des équations de bilan qui doivent être bien maîtrisées, on peut directement proposer la structure de B. Donc, si on essaye de compléter, eh bien, on remarque ici que dans la molécule A, on a une chaîne carbonée à 1, 2, 3, 4 chaînons. Donc, on va essayer de construire la structure de B en prenant d'abord ce motif-là. 1, 2, 3. Voici le centre de la molécule A. Sur la gauche, on a une fonction organomagnésien mixte qui va pouvoir venir s'additionner sur une molécule d'éthanal. Dans l'éthanal, il y a 2 atomes de carbone. Donc, du côté gauche, et je vais le faire en couleur pour essayer d'être plus clair, je vais rajouter 2 atomes de carbone. On sait en plus que lorsque l'addition nucléophile d'un organomagnésien a lieu sur un aldéhyde, on passe d'abord par un alcoolate qui va ensuite être protoné lors de l'hydrolyse acide. Ça signifie qu'on a ici une fonction alcool OH. C'est un alcool secondaire, c'est normal puisqu'on a une réaction entre un organomagnésien et un aldéhyde qui n'est pas le formaldéhyde. Concernant la partie droite du produit B, eh bien, vu qu'on a la même fonction chimique et le même réactif, on aura quelque chose de symétrique. Et donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on a la structure du produit B. On s'arrête quand même un petit instant pour être sûr qu'on n'a pas oublié d'atomes. Est-ce qu'on a bien les 8 carbones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout est bon, on a 2 oxygènes. Pour les hydrogènes, on peut vérifier, mais logiquement, ils sont tous là. Si jamais ils n'y sont pas tous, c'est qu'il y a une erreur dans le sujet et c'est qu'il n'y en a pas 18 ici. Après recomptage, il y a bien 18 hydrogènes, tout va bien. On passe à la suite. Donc, on continue la suite réactionnelle avec initialement la molécule B qui va réagir avec HI. HI, c'est l'iodure d'hydrogène. Alors ça, c'est une réaction qu'on aura à développer dans le chapitre numéro 9. Pour l'instant, elle n'est pas encore connue. Par contre, grâce aux connaissances générales, on va voir comment on peut voir l'interaction qu'il y a entre une molécule de la famille des diols, la molécule B, avec 2 équivalents d'iodure d'hydrogène. Donc dans la question 2, cette fois-ci, on nous demande d'écrire les mécanismes réactionnels, et donc il va falloir réfléchir pas à pas pour la première réaction B plus 2HI. Alors la première chose à laquelle on va réfléchir, c'est la structure de l'iodure d'hydrogène. C'est un hydracide, c'est-à-dire c'est un composé qui possède un proton labile, H, hydracide, oui, et c'est un acide allohydrique. En l'occurrence, ici, c'est l'acide iodhydrique. Vous connaissez déjà le mondialement célèbre HCl, mais ici, c'est un analogue. L'iode est un halogène comme le chlore. La formule de Lewis, elle va être analogue. Ce sera H liaison I avec 3 doublés non liants sur l'iode. Il y a bien sûr une polarisation dans cette molécule, delta plus sur le H, c'est ça qui lui donne son caractère labile, et delta moins sur l'iode. Alors c'est un acide de Brønsted et son pKa est très faible. Le pKa associé au couple HI-H-, pas H-, HI-, iodure d'hydrogène, ion iodure, faudrait que je vérifie ça, il me semble que c'est moins 9 ou moins 10. En tout cas, c'est un pKa qui est négatif.
Concernant la molécule B, elle est relativement longue à écrire, elle prend de la place. Donc lorsqu'on nous propose d'écrire un mécanisme, on n'est pas obligé de le faire sur une molécule qu'on a écrite à la question précédente. Ça, sachez-le, c'est vraiment une méthode qui permet d'être très efficace. La molécule B, eh bien, c'est un alcool secondaire. Par conséquent, dans l'écriture du mécanisme, je vais écrire cet alcool secondaire sous la forme R1CHOH R2. Et tout ce qu'on va dire pour ce motif-là sera vrai pour la molécule B, à la fois pour la fonction alcool qu'on avait dessinée à gauche et également pour celle qui était dessinée à droite. Ok, donc là ici, je vais commencer l'écriture du mécanisme. J'ai donc mis la structure qui va nous modéliser l'alcool secondaire, un des alcools secondaires de la molécule B, et en face de lui, on va mettre l'acide iodhydrique. L'acide iodhydrique, je vous l'ai écrit, c'est un acide de Brunstad. C'est un acide très fort puisqu'il a un pKa qui est négatif. Ici, dans un alcool, eh bien, est-ce qu'on a une fonction basique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un site qui pourrait récupérer un H+. Si vous ouvrez bien les yeux, vous voyez que l'atome d'oxygène porte deux doubles non-liants, c'est un donneur d'électrons. En l'occurrence, les alcools peuvent être vus à la fois comme des acides, mais aussi comme des bases, un peu comme la molécule d'eau. On peut définir un couple qui sera le couple R. Alors je ne vais pas le noter R, je vais le noter avec la même notation qu'ici. R1CH R2 O H2+, R1CH R2 OH. Donc là ici, à gauche, c'est un alcool protoné, qu'on appelle aussi un ion alkyloxonium. Alkyloxonium, puisque l'ion oxonium c'est H3O+, et on voit que sur la gauche, on a une chaîne alkyle. À droite, la base conjuguée, c'est un alcool, et le pKa du couple ion alkyloxonium-alcool, ça varie suivant les espèces, mais c'est aux alentours de -1, -2, parfois -3. Donc, je vais garder ici la valeur approximative de -1. Ça signifie que l'acide iodhydrique, on pourrait faire un diagramme de prédominance pour le vérifier, l'acide iodhydrique est un acide suffisamment fort pour protoner un alcool. Si on trace le diagramme, je vais le faire sur la droite. On va faire non pas un diagramme en pH, vu qu'on est en chimie organique, mais un diagramme en échelle généralisée de pKa. On va mettre à -1 le couple associé à l'alkyloxonium-alcool. Et à pKa donc inférieur, aux alentours de -10, on va mettre le couple HI-I-. Alors vu qu'on a traité la leçon sur les réactions acido-basiques, on va refaire le même type de raisonnement. On entoure les espèces qui sont présentes initialement, l'alcool est présent, HI est présent. Vous voyez que les deux zones de prédominance de ces espèces, elles sont disjointes. Par conséquent, la réaction entre les deux va être favorable à la protonation de l'alcool, et on aurait ici une constante d'équilibre acido-basique qui vaudrait 10 puissance plus 9. Donc finalement, on a ici une protonation qui est quantitative. On va pouvoir l'écrire donc de la façon suivante. L'oxygène capte le proton de l'acide. Là ici, une liaison est en train de se former pour cet hydrogène. Il en perd une autre. Et on va du coup récupérer un ion iodure. Plus I-. Alors je vais effacer le diagramme de prédominance sur la droite pour ne pas avoir un tableau trop chargé. Je vais effacer également le
pKa du couple là, alkyloxonium-alcool. Ok, arrivé ici, on complète le schéma réactionnel avec le type de réaction qui est sur la flèche. On a vu que c'était un transfert de protons, c'est donc une réaction acido-basique au sens de Brunstein. Lorsqu'on regarde maintenant le système qu'on a ici, comment peut évoluer ce type de composé? Alors, l'ion iodure, on l'a déjà croisé plusieurs fois, et vous devez être capable de me dire quelle est les réactivités de l'ion iodure. Est-ce que c'est une base? Non, puisqu'il est associé à un acide très fort. Il est très peu probable que la réaction se passe en sens inverse. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec la constante d'équilibre. L'ion iodure, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Eh bien, logiquement, vous m'avez dit que c'est un nucléophile. Ok. Regardons maintenant l'autre molécule. Dans cette molécule, il y a un truc qui doit vous choquer. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? C'est l'oxygène chargé positivement. L'oxygène est électronégatif. Il déteste être chargé positivement. Ça veut dire que tout ce qui pourra lui faire gagner des électrons va se passer. En l'occurrence, qu'est-ce qui pourrait faire gagner des électrons à cet oxygène-là? S'il récupère une paire électronique d'un hydrogène. Oui, mais s'il récupère une paire électronique d'un hydrogène, on revient en arrière, cette réaction a lieu dans le milieu réactionnel, mais elle ne permet pas d'avancer vers autre chose. Est-ce qu'il ne pourrait pas l'oxygène récupérer la paire électronique qui le lie à l'atome de carbone? Le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène, il ne va pas se laisser faire. Par contre, ce carbone-là, regardez bien, il est relié à un atome d'oxygène très électronégatif. Du coup, c'est un centre électrophile. Donc on a ici un carbone électrophile, un oxygène qui veut récupérer des électrons et un ion iodure nucléophile. Est-ce que vous voyez le mécanisme qui est en train de se profiler à l'horizon? C'est un mécanisme de substitution nucléophile bimoléculaire. Là ici, si jamais on essaye de reprendre les notations qu'on avait vues un peu plus tôt, ce fragment-là va jouer le rôle de groupe partant. Tiens, une petite parenthèse. On avait dit qu'un composé, enfin un fragment de la molécule, est un bon groupe partant si c'est une base faible. En l'occurrence, si vous voyez que le groupe partant, j'ai pris la paire électronique qui est là, c'est la molécule H2O. Dans quel couple apparaît l'eau en tant que base? Eh bien, c'est dans le couple oxonium-eau. Le pKa associé à ce couple, 0. 0, c'est une valeur faible de pKa. Ça signifie que quand vous voyez dans une molécule H2O+, vous pouvez dire que c'est un groupe partant, et c'est même un bon groupe partant. Très bien, donc fort de toutes ces constatations, on écrit maintenant un mécanisme. Alors là, on ne dit pas grand-chose concernant le solvant, donc entre SN1 et SN2, c'est peut-être un petit peu délicat de trancher, d'autant plus que le carbone fonctionnel ici est secondaire. Bon, là, je vais faire un choix assez arbitraire, je vais décider d'écrire une SN2, mais il nous faudrait plus d'informations pour pouvoir trancher entre SN1 et SN2. Donc, si j'écris une SN2, attaque dorsale du nucléophile, départ du groupe partant, la réaction peut a priori se produire dans les deux sens, mais le sens retour est très défavorisé la plupart du temps. On rajoute ici SN, vous voyez que je ne mets pas le 2 au cas où on préfère réécrire une SN1, et on obtient à la fin un composé iodé R1CHI R2 et une molécule d'eau. Du coup, cette transformation peut avoir lieu sur une des deux fonctions alcool secondaires de la molécule B, mais également sur l'autre. Donc, si on veut écrire à présent la structure du composé C, eh bien, on reprend la structure de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avait on avait ici une
fonction alcool et une autre qui se sont transformées en fonction halogéno-alcane. Donc vous voyez que la réaction qu'on a décrite ici, elle permet à partir d'un alcool et d'un acide halohydrique de passer donc d'un alcool à un halogéno-alcane. À partir de là, le composé C, eh bien, on voit qu'il est mis en réaction avec deux équivalents de magnésium. Et qu'est-ce qui va se produire avec ces deux équivalents de magnésium? Eh bien, encore une fois, on a un double halogéno-alcane, donc on va former, comme tout à l'heure, un double organo-magnésien. Donc une fois qu'on a vu ça, je vous ai écrit là-haut la structure de l'espèce D. J'ai simplement remplacé les deux fonctions carbone-iode par des fonctions organo-magnésiens mixtes, carbone, magnésium, iode. Ok, arrivé ici, le composé D est mis à réagir avec du formaldéhyde. Oui, juste un petit point pour ceux qui se poseraient la question. Concernant la question 2, on nous demandait d'écrire les mécanismes pour la transformation C donne D, et je n'ai pas écrit de mécanisme réactionnel. La raison, elle est simple. Je n'ai pas donné de mécanisme réactionnel de formation d'un organo-magnésien dans le cours. Ce mécanisme, il est connu avec assez peu de certitude, il reste encore à démontrer, et c'est pour cette raison qu'on ne l'étudie pas. Donc, n'essayez pas d'écrire ou d'inventer des mécanismes qu'on n'a pas au préalable étudiés dans le cours. Ok, donc une fois arrivé ici, donc, pour la transformation D donne E, alors je pense qu'il y a une petite correction à apporter dans le sujet, puisqu'on voit que dans la molécule D, on a ici deux fonctions organo-magnésiens mixtes, et très probablement qu'il manque ici le fait qu'on utilise deux équivalents de formaldéhyde. Comme tout à l'heure, on va pouvoir modéliser la molécule D de façon à redessiner le mécanisme d'addition nucléophile d'un organo-magnésien sur le formaldéhyde. Donc, pour le mécanisme, on note R, Mg, I, la fonction qui va réagir dans la molécule D, et le formaldéhyde, lui, c'est pas une grosse molécule, on va le réécrire en entier. On y va donc, R, Mg, I plus le formaldéhyde. On commence à devenir très habitué à cette réaction, c'est une addition nucléophile. Le carbone relié au magnésium chargé delta- attaque le carbone delta+ de l'aldéhyde. Les électrons partent en direction de l'oxygène. C'est un acte élémentaire d'addition nucléophile, plutôt non renversable, donc on va mettre une flèche simple. On obtient R, CH2O- en interaction électrique avec Mg+. Vous voyez ici j'ai écrit CH2, le fragment qui correspond ici à la gauche de l'aldéhyde. Puis, deuxième réaction, d'hydrolysacide. L'ion alcoolate qui est ici va venir capter le proton qui est là. On obtient alors un alcool primaire. Plus dissolution de Mg plus I qui vont donner Mg2 plus I moins. Et une fois qu'on a détaillé le mécanisme, on peut alors expliquer la structure de la molécule E. Elle va se calquer sur la structure de la molécule D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au bout des fonctions organo-magnésiens, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un CH2OH. Donc là, ici, CH2OH. Et là, CH2OH. Voici la molécule E.
Alors on en arrive maintenant à l'exercice numéro 8 qui porte sur de la rétrosynthèse un petit peu plus coriace que les exemples précédents. Alors on nous demande de proposer une synthèse du composé suivant, donc il est noté sur la feuille, je l'ai réécrit ici, j'ai simplement écrit le cycle benzénique pH, l'abréviation pour phényl, c'est-à-dire le motif C6H5. On nous dit que pour faire sa synthèse, on dispose de tout réactif organique à 2 atomes de carbone, ok, de tout composé inorganique, donc on peut avoir de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique, des choses comme ça, et également du bromobenzène, C6H5Br. Donc là, j'ai résumé ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de faire cette molécule-là, et par une analyse rétrosynthétique, là ici je vous mets des flèches en cascade pour vous dire que on va élaborer plusieurs étapes de rétrosynthèse pour arriver à la fin au bromobenzène, PHBr. Ok. Soyons un petit peu stratèges. Lorsqu'on veut arriver au bromobenzène, on remarque qu'à l'intérieur, le cycle phényl. Ce cycle phényl, on le repère immédiatement dans le produit cible. Ce cycle phényl qui vient du bromobenzène, il va se retrouver ici. Donc ça est issu, ce fragment est issu du bromobenzène que je note PHBr. Vous voyez que lorsqu'on fait la rétrosynthèse, on va vouloir arriver lors de la dernière déconnexion à ce réactif-là comme équivalent synthétique. Donc ça veut dire qu'on devra garder cette déconnexion pour la fin. Donc ce que je vous propose de faire, c'est essayer de déconnecter, non pas à ce niveau-là pour commencer, mais plutôt en commençant par la droite. Donc je vais commencer par réécrire la structure du produit cible. Et on va porter notre attention sur la droite de la molécule. On y repère une fonction bien connue, acide carboxylique. Et là, directement dans vos esprits, vous vous posez la question, comment synthétise-t-on un acide carboxylique? Pour l'instant, c'est très simple, vu qu'on est plutôt au milieu de l'organe de la première année. On a une seule et unique réaction qui permet de fabriquer un acide carboxylique. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est une réaction d'addition nucléophile d'un organomagnésien sur le dioxyde de carbone. Vous allez voir que là, pour l'instant, grosso modo, on a une dizaine de réactions à notre disposition. Si on vous propose le même genre d'exercice, mais en fin de deuxième année, vous allez avoir plus de réactions, je ne sais pas, 50, 60, je ne les ai pas comptées, mais l'exercice pourrait être beaucoup plus ardu. Ok, donc envisageons une déconnexion, ici. On obtiendrait alors les rétrons suivants. Pour la partie gauche, pH, l'alkyle qui se terminerait donc par la fonction organomagnésien. Donc là, l'équivalent synthétique, je vous l'écris directement. Je marque MgX avec X qui est chlore, brome ou iode. L'autre fragment, CO2H. Lui va être porteur de la charge positive et l'équivalent synthétique, on en avait déjà parlé, c'est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est un réactif carboné à moins de 2 atomes, on peut en disposer, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'on va faire pour poursuivre la rétrosynthèse, c'est qu'on va maintenant partir de ce composé-là et voir comment l'obtenir. Donc, on a un organomagnésien. Comment prépare-t-on un organomagnésien? Bien, là ici, le carbone fonctionnel est tétraédrique. Il suffit de prendre l'halogénoalcane correspondant et du magnésium. X plus Mg. Arrivé là, on repart de cette structure-là et on voit comment la préparer. Étant donné qu'on nous demande d'utiliser des molécules qui ont 2 atomes de carbone, ça veut dire que la déconnexion va être réalisée ici. Et à partir de cette déconnexion, suivant comment on donne la paire électronique,
on peut envisager deux types deux paires de rétrons. La première paire, je vais la mettre ici entre parenthèses. Eh bien, on aurait ici le fragment phényl qui aurait originellement la paire électronique et qu'on mettrait en face de ce fragment-là. Si jamais on inverse la polarité des rétrons, on pourrait avoir ce qui suit. Donc là ici, au lieu de mettre le doublet non liant, on mettrait la lacune. Et le doublet non liant sur l'autre réactif. On prend maintenant un petit instant pour réfléchir. Est-ce qu'il y a, parmi ces deux choix, l'un qui semble bien meilleur que l'autre? Eh bien, on réfléchit d'abord en termes d'équivalence synthétique. Un carbanion, son équivalent, c'est l'organomagnésium correspondant. Lorsqu'on a un carbone plus comme ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut mettre sur cet atome de carbone un groupe partant, de façon à rendre le carbone électrophile. Donc on pourrait rajouter un groupe partant X. On aurait alors ce type de molécule, et vu que ce X n'est pas obligatoirement le même que celui-ci, on peut changer en mettant X, X'. On peut avoir deux groupes partants identiques ou pas. On regarde ensuite l'autre éventualité. Donc, si on a le carbocation qui est là, on lui met un groupe partant. Donc, on va noter ça pH X. Et pour l'autre molécule, ça veut dire qu'on aurait là ici un organomagnésium. J'ai oublié un atome de carbone. Un organomagnésium avec, là ici, un atome d'halogène. Encore une fois, les deux X de cette molécule ne sont pas forcément les mêmes, donc on pourrait s'amuser à mettre du X, X' et X seconde pour ces trois groupes-là. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est que X seconde qui est ici, c'est un groupe partant, donc ça peut être un halogène ou autre chose, comme un ester sulfonique. Et là ici, X et X' sont forcément des halogènes. Et donc, si on analyse ce qu'on a mis dans les deux parenthèses, imaginons que X, donc X, il faut qu'il puisse former des organomagnésiens, il faut que ce soit un bon groupe partant, donc ça peut par exemple être un halogène. Pourquoi pas du brome? Imaginez que X soit Br partout, pour la première parenthèse. Ok, bon, cet organomagnésium serait formé à partir du bromo-alcane correspondant. Là, ici, on aurait le dibromoéthane, ok, et pour ce qu'on a à droite, là, coup de chance, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que pour la suite, on peut raisonner sur l'un ou l'autre de ces deux couples de rétrons et continuer le raisonnement. Là ici, moi, je vais continuer le raisonnement en prenant celui-ci, donc le carbanion sur le fragment contenant le phényl et l'halogénure de l'autre côté. Donc là, vous voyez, j'ai repris cette structure ici en bleu, je l'ai réécrit là-haut, et cette autre structure, eh bien, c'est un composé à deux atomes de carbone, on n'a pas besoin de détricoter davantage, on pourra l'utiliser comme réactif. La question, c'est de se dire, à présent, ce composé-là, comment est-il formé? Eh bien, on a un organomagnésium, donc on prend l'halogénoalcane correspondant et du magnésium. On reprend maintenant cette molécule-là. Et on se dit, comment va-t-on la former? On arrive enfin au fragment phényl, donc on va envisager la déconnexion qui est ici. Vous voyez que sur la gauche, on va avoir quelque chose qui ressemble
à un organomagnésiien qui sera de l'halogénure de phénylmagnésium, et sur la droite, deux atomes de carbone. C'est une molécule qui est suffisamment petite pour être considérée dans le cadre des limites imposées par l'exercice. Donc là, ici, lors de la déconnexion, je ne vais pas faire n'importe quoi, hein, vu que je sais que je veux partir du bromobenzène, ça veut dire que obligatoirement, ce fragment phényl doit être porteur initialement de la paire électronique. Donc, je vais noter pH-, dont l'équivalent synthétique est pH MgBr, obtenu à partir du bromobenzène plus de magnésium. Concernant l'autre fragment, X, lacune électronique et charge plus, ça veut dire que sur cet atome de carbone-là, il nous faut 2 groupes partants. Encore une fois, donc là je marque X et X. Vous pourriez marquer GP1, GP2 ou HAL pour halogène, peu importe. Ils ne sont pas forcément identiques, donc on va mettre X et X'. Ok, donc là on a fini l'analyse rétrosynthétique. Évidemment, si on s'arrête là, on ne sait pas quoi faire pour commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant reprendre notre analyse rétrosynthétique. Ce qu'on a écrit à la fin, ce sera le début de la synthèse, et au fur et à mesure, on va remonter sur ce qu'on vient d'écrire. On démarre donc de la molécule de bromobenzène. Première étape, on va la transformer en réactif de Grignard. Pour ça, on rajoute du magnésium, on en place un équivalent, et on se place avec des conditions classiques, c'est-à-dire diéthyléther, en milieu anhydre et sous atmosphère inerte. Lors de cette étape, on prépare le réactif de Grignard, on obtient alors pH Mg Br, composé qui est réutilisé pour la réaction suivante. Et donc là, il nous faut un réactif qui correspond à ce motif-là. Je vais d'abord l'écrire tel qu'on l'avait mis pour ensuite l'effacer. Donc là, on a X et X' qui sont des groupes partants. Et est-ce qu'il nous fallait que l'un des deux soit un halogène? La réponse est oui, puisque on doit ensuite transformer un de ces deux X en fonction organo-magnésien mixte. On souhaite en plus avoir une certaine sélectivité. Donc pour ça, je vais envisager un premier choix de réactif. Les deux groupements X, je vais prendre des halogènes identiques du chlore. Là ici, cette réaction, elle se fait avec un équivalent d'organo-magnésien pour un équivalent de ce composé. Est-ce que vous voyez le problème qui pourra se produire lors de cette réaction? Imaginez qu'il y ait addition d'un organo-magnésien, pas addition, mais substitution d'un chlore par un organo-magnésien. On formerait, donc là ici, un chlore est remplacé par un phényl, l'autre chlore reste en place. Mais donc ce produit-là va se former dans le milieu réactionnel au moment où on fait l'ajout de ce composé-là, goutte à goutte, sur l'organo-magnésien. Vous voyez, le souci est ici. Il reste une fonction réactive. Et donc, si ce chlore s'en va en étant attaqué par une autre molécule de ce même organo-magnésien, on va obtenir ceci, qui sera du coup un sous-produit parasite qu'on ne veut pas. Donc ce problème, il est intimement lié au fait d'avoir pris des composés partants, des chlores, qui ont le même pouvoir nucléofuge. Si on essaye d'être un petit peu plus fin, on sait que les nucléofuges n'ont pas la même nucléofugacité. On peut donc essayer de jouer là-dessus. J'efface donc cette première idée qui est perfectible, et ce que je vais faire, eh bien je vais prendre deux halogènes portés par l'atome de carbone, mais des halogènes bien différents, de l'iode et du chlore. On met toujours un équivalent d'organo-magnésien pour un équivalent de cette molécule ici. Et là, nous savons que l'iode est un meilleur groupe partant que le chlore. Je vais noter ça, I supérieur à Cl. Ça veut dire que
lorsque un organomagnésiien est en contact avec ce réactif, eh bien, il va pouvoir attaquer pour faire partir l'iode. Okay, si cette réaction a lieu, on va donc former ce composé-là, qui est celui qui nous intéresse. Mais là, vous vous dites, le problème reste le même, puisque la liaison carbone-chlore qui est ici peut réagir avec un organomagnésiien comme celui-là, comme tout à l'heure. La réponse est oui, bien sûr, mais on est capable de ruser un petit peu. Puisque si on se place dans des conditions pour lesquelles l'énergie d'activation apportée aux réactions est si faible que le chlore ne puisse pas partir. Donc là, il faut travailler à basse température. Eh bien, dans ce cas-là, on pourra limiter la substitution d'un organomagnésiien au niveau du chlore. La conclusion est donc la suivante. Cette réaction, elle ne doit pas avoir lieu dans n'importe quelle condition. On va travailler à froid, très très froid, de façon à favoriser le départ uniquement du chlore. Donc, on travaille à moins 78 degrés Celsius avec le mélange acétone-carboglace. Et de cette façon, on aura très préférentiellement ça, mais bien sûr, gardez en tête qu'un sous-produit va être formé, si possible, on l'espère qu'il sera formé minoritairement, c'est le même que tout à l'heure, celui-ci. Juste pour préciser, l'acétone, on ne la met pas dans le ballon, hein, c'est acétone et carboglace dans un cristallisoire et on met le ballon dans le contenu du cristallisoire pour le refroidir. Bien, une fois qu'on est arrivé ici, étape de synthèse suivante, on prend ce composé-là et on doit le faire réagir avec celui qu'on avait noté de cette façon. Pour ça, il faut le transformer, celui-ci, en organomagnésiien. Donc là, à nouveau, réaction de Grignard avec des conditions classiques. Donc on reprend ce qu'on a mis juste au-dessus. On rajoute du magnésium, un équivalent. On met un solvant éthéré, anhydre, en présence de gaz inerte, et on obtient alors l'organomagnésiien associé. Cet organomagnésiien est utilisé pour l'étape de synthèse suivante. Et donc, le composé avec lequel il va réagir, je l'écris comme ça l'espace d'un instant, puis ensuite je vais effacer, c'est donc un composé qui comporte deux fragments X. Ces fragments X, eh bien, il faut que ce soit des groupes partants, et si vous reprenez donc ce qu'on a écrit tout à l'heure dans la rétrosynthèse que moi j'ai dû effacer, l'un des deux X au moins doit être un halogène puisqu'il devra être transformé en organomagnésiens. On a vu tout à l'heure que si on prenait deux groupes partants identiques, on pouvait avoir des problèmes de double substitution. Donc, on va réutiliser la même stratégie qui est ici, et on peut prendre deux groupes partants avec des caractéristiques de nucléophugacité différentes. Là ici, pour varier un petit peu les plaisirs, je ne vais pas reprendre iode et chlore, mais on pourrait. Je vais reprendre un mauvais groupe partant, le chlore, et de l'autre côté, je vais prendre un ester sulfonique avec un fragment tosylate. Le voici. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que dans cette structure, le fragment tosylate, que je vais noter TSO, c'est un meilleur groupe partant que le chlore. Ça veut dire que si on s'arrange, encore une fois, pour travailler dans des conditions assez drastiques, c'est-à-dire à froid, eh bien on aura, pour cette réaction, uniquement le carbone fonctionnel de droite, celui que je mets ici en évidence en rouge, qui va réagir. On obtiendra donc pH CH3. Hop.
Je ne me suis pas trompé au niveau du nombre de carbone. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai dû en mettre un de trop, je le retire. Okay. On obtient également un sous-produit, un nitrosylate. Je l'écris en tout petit, c'est la même chose que ce fragment qui est là. Un petit mot, tiens, de chimie verte. Qu'est-ce qu'on en pense du fait d'avoir comme groupe partant, qui est ensuite un déchet, qu'est-ce qu'on en pense d'avoir un ion tosylate? L'ion tosylate, il comporte beaucoup d'atomes. Donc, un des principes de la chimie verte, c'est l'économie d'atomes, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre le moins possible à la poubelle. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder la masse molaire de l'ion tosylate, la comparer à la masse molaire de l'ion iodure. Très probablement, l'ion iodure a une masse molaire plus faible. Et donc, si on voulait davantage respecter les principes de chimie verte pour cette réaction, ce serait peut-être mieux d'utiliser un ion iodure qu'un ion tosylate. Ok, donc, arrivé ici, on va reprendre ce produit-là pour l'étape suivante de la synthèse. Donc, je vais juste garder la réaction qui est en bas. Avant de passer à la suite, j'ai oublié ici de parler du sous-produit qui pourrait être formé. Donc, avant de passer à la réaction suivante, on s'intéresse au sous-produit de la réaction qui est là. Je vais l'écrire en haut. Le sous-produit serait issu d'une double substitution sur chacun des deux carbones porteurs de groupe partant. On aurait donc cette liaison qui correspond à celle que j'ai mise ici. Si ce groupe partant s'en va, eh bien, il est remplacé par ce fragment-là. Et de l'autre côté, si le groupe partant s'en va, il va être remplacé par le même fragment. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2. Je ne me suis pas trompé au niveau du nombre d'atomes de carbone. Donc, pardon, je conclue là-dessus. Ce sous-produit, pour en limiter la formation, je ne l'ai pas écrit tout à l'heure, on va le rajouter ici sur la flèche, on travaille à moins 78 degrés Celsius avec donc le ballon plongé dans un bain carboglace acétone. Je recontinue le sens synthétique en prenant donc ce composé-là. Et la dernière réaction à réaliser, c'était la première réaction qu'on avait identifiée dans l'analyse rétrosynthétique, c'est la réaction de formation de l'acide carboxylique. Donc il faut commencer par transformer ce chloroalcane en organomagnésiens. Je ne réécris pas tout sur la flèche, mais on utilise du magnésium, du diéthyléther, anhydre, un milieu atmosphérique inerte, et on obtient l'organomagnésien associé, LgCl. Dans l'étape suivante, cet organomagnésien va être mis en présence de dioxyde de carbone. Alors, on peut soit faire barboter du CO2, c'est en général assez compliqué, soit on rajoute de la carboglace dans le ballon. C'est en général ce qui est préféré. En plus, la carboglace, ça ne va pas réagir très vivement puisque c'est très froid. Et ensuite, on réalise l'étape d'hydrolyse acide. Alors là, je vais d'abord marquer H2OH+, on verra quelle est la nature de H+, qu'on prendra. On obtient l'acide carboxylique qui est ici. Voici. Ok, c'est bien la structure du produit cible. Je ne me suis pas trompé en cours de route sur le nombre de carbone, c'est très rassurant. Ok, concernant la nature de H+, étant donné qu'on forme ici un acide carboxylique, on n'a pas à se méfier. Les acides carboxyliques ne vont pas être dégradés en présence de H+. Le seul cas où il faut se méfier, c'est lorsqu'on forme un alcool tertiaire. Il est susceptible d'être déshydraté, et donc il faut prendre pour les alcools tertiaires le chlorure d'ammonium. Ça veut dire qu'ici, on peut acidifier franchement, et pourquoi pas avec de l'acide chlorhydrique, donc H+, et Cl- dans l'eau. Voilà, on a fini pour cet exercice.